Donc moi, effectivement, je vais vous parler des matériaux autocompactants réescavables. Il est évident que dans le mot matériaux autocompactants réescavables, il y a deux objectifs majeurs qui doivent être remplis. Le premier, c'est d'abord autocompactant, c'est-à-dire que c'est un produit qui se met en place sous forme fluide, qui ne nécessite pas de compactage complémentaire et qui acquiert une portance suffisante après quelques heures. Deuxième terme, c'est la réescavabilité. En effet, il faut que ce matériau conserve dans le temps une faible résistance à la compression et qu'il puisse être réescavé avec des outils manuels tels que des pelles, des pioches, voire des appareils mécanisés, de manière à ne pas dégrader les impétrants qui seraient enfouis. C'est un matériau qui est constitué généralement de 4 grands groupes de matériaux, dont les teneurs dépendent bien sûr du fabricant et des conditions de mise en œuvre. On y retrouve des matériaux granulaires avec éventuellement des centres volantes, filaires et bentoniques. Un liant qui peut être de la chaux, du ciment ou tout autre liant hydraulique routier que l'on peut trouver sur le marché, de l'eau et des additifs. Au niveau de l'histoire des mares, les produits ont été développés initialement en France et au Canada dans les années 90, suite à certains problèmes qu'ils rencontraient dans les tranchées pour certains compactages. Et ils ont, suite à ça, publié un certain nombre de dossiers, dont j'en retiendrai deux, le dossier numéro 78 du CERTU et le note d'information 117 du CETRA, qui a été publié en 2007. Cependant, à l'époque, le matériau était relativement cher, une centaine d'euros par rapport à l'équivalent d'une vingtaine d'euros pour des matériaux classiques de l'époque, bien qu'on ne soit pas en euros. Ils n'ont pas connu de réel succès et donc ont été progressivement mis de côté pour un grand nombre d'applications. En Belgique, la situation varie un peu selon les régions, puisqu'en Flandre, il y a eu un développement, un entrepreneur a essayé de développer un MAR dans les années 90, mais ça a donné peu de suite. Et d'autre part, le MAR ne figure pas dans le cahier des charges routiers, le SB 205. En Wallonie, on assiste depuis quelques années à une tendance à développer ces produits au niveau des centres de recyclage, des carrières et voire d'autres entreprises. Et c'est des prix qui sont beaucoup plus concurrentiels, de l'ordre de 45 à 50 euros par mètre cube. Et on peut, en plus, il faut en décompter le prix lié au compactage. Il figure dans le cahier des charges Caliroute et depuis un an est sorti aussi un guide de bonne pratique concernant ces matériaux. Voilà le guide qui peut être téléchargeable sur plusieurs sites, Ferredeco, CRR, CSTC. Quant à Bruxelles, là aussi, les MAR figurent dans le cahier des charges CCT 2012, mais c'est une simple transposition du Caliroute. Au niveau des domaines d'application, les MAR sont principalement utilisés dans des remblaiements de tranchées particulières, c'est-à-dire des tranchées qui contiennent de nombreux impétrants, qui sont soit de faible dimension ou encore des accès difficiles, inaccessibles, voire des venues d'eau déstabilisant les parois et pour lesquelles il est important d'agir, de remblayer rapidement. On peut également les utiliser dans des remblaiements de vide de faible dimension, de l'ordre du mètre, soit des vides naturels, soit des vides artificiels, comme ici une ancienne chambre de visite qui n'est plus utilisable. On peut aussi les utiliser pour renforcer le sol sous des dalles en béton, et on peut aussi les remplir dans des zones difficilement compactables telles que les environs de citernes, de chambres de visite, de cuves. Et enfin, des applications moins utilisées, c'est les remplissages des culées de pont et des trous de forage réalisés notamment sous les voiries, les rivières et les voies ferrées. Au niveau des applications spécifiques en voirie, il est important que ces matériaux puissent remplir les exigences de deux parties, à la fois les exigences qui proviennent des gestionnaires des impétrants, et pour lesquels ils émettent un certain nombre de craintes, notamment des risques de dégradation chimique, de mécanique, des conductivités thermiques, de l'abrasion ou encore de la transmission sonore lorsque on est en présence de canalisation d'eau et notamment de fuite. Mais il faut aussi pouvoir répondre aux exigences des gestionnaires de l'avarie qui est situé au-dessus de ces remblais et qui ne veulent pas voir apparaître, bien sûr, des tassements par la suite. Et donc, ces exigences, à ce niveau-là, figurent dans les cahiers des charges routiers. Je vais en parler à présent, notamment je vais m'inspirer du chapitre E3.7 du Caliroute qui reprend véritablement les premières exigences.
faut savoir qu'un certain nombre de ces exigences proviennent des textes français, des documents que j'ai cités tout à l'heure, et ils sont à l'heure actuelle en discussion au niveau des groupes de travaux du SPOE pour un peu les modifier. Et je veillerai lors de cet exposé aussi à vous dire quelles sont les différentes modifications qui sont en cours. Alors, il y a effectivement deux types de classifications qu'on peut retrouver dans les mares. Une première classification qui se base sur la difficulté d'excavabilité et le résistance à compression après 28 jours. On distingue trois mares, le MAR 1, MAR 2, MAR 3. Et en deuxième classification, c'est celle qui est basée sur la perméabilité du milieu environnant. C'est-à-dire que si le milieu est non perméable, on devra limiter la teneur en eau dans le matériau et c'est le type de mare qui est le plus fréquemment utilisé. Par contre, si le terrain est beaucoup plus perméable, on pourra ajouter une plus grande quantité d'eau, ce qui permettra de mieux le mettre en place, puisqu'on sait qu'une partie de cette eau va partir dans le terrain. C'est quand même des cas particuliers. Alors, au niveau des classifications, il y a une discussion au SPOE pour modifier ces classifications, notamment essayer de supprimer la classification, la deuxième classification. Et au niveau de la première classification, il est évident que le critère de réescavabilité est un critère important dans certains cas, notamment des tranchées où on sait qu'on va devoir aller réescaver en cas de raison de problème. Et donc, une résistance supérieure à 2 mégapascales nous paraît être un peu trop importante pour pouvoir réescaver avec des engins quand même léger. Donc, il pourrait y avoir, je dirais, le MAR 1 et MAR 2 seraient regroupés et seraient pour des applications où la réescavabilité joue. Par contre, dans le cas où on remplit des vides et pour lequel on sait qu'on a peu de chances, voire pas de chance pour réescaver, par la suite, le MAR 3 pourrait être utilisé. Pardon. Au niveau des matériaux, il est évident que tous les matériaux qui sont utilisés, qui entrent dans la composition du MAR, doivent être conformes au chapitre C, matériaux du caliroute. Au niveau de la formulation, il est demandé d'avoir une note justificative qui reprenne certaines caractéristiques du MAR, c'est-à-dire les caractéristiques et les dosages des différents constituants, la courbe granulométrique du mélange au total et actuellement les classifications du MAR. On demande aussi à ce que figure un certain nombre de performances, telles que le délai maximum d'ouvrabilité, le délai de restitution à la circulation piétonne, qui est un critère un peu farfelu puisque c'est l'empreinte de chaussures qui intervient, et enfin la résistance à la compression après 28 jours. Au niveau de l'exécution, il faut que le mélange soit homogène, soit fait en centrale. Il faut que lors du versage du MAR, des mesures doivent être prises pour éviter toute ségrégation du produit et toute dégradation des conduites et des couches qui sont situées en dessous, c'est-à-dire, par exemple, limiter la hauteur de chute depuis la goulotte et puis éviter le versage direct sur les conduites profondes. Il y a encore un problème, mais qui est en cours de résolution, c'est de poser des indicateurs d'impétrant lors du versage. Et enfin, l'opération manuelle de profilage doit se faire à la fin avec des pelles manuelles. Au niveau de la vérification, on doit vérifier les caractéristiques géométriques, donc la surface en fin de versage. On doit également déterminer la compacité de la couche, ce par l'essai à la plaque statique belge au sommet, en adoptant le critère généralement de 17 mégapascales qui correspond à un fond de coffre. Et enfin, il y a le contrôle du compactage du remblai qui, dans le caliroute, impose qu'il soit fait avec un pénétromètre à énergie variable de type Panda, qui est un appareil français pour lequel ils ont une certaine expérience avec ce genre de matériaux. Cependant, il n'y a pas de critères bien déterminés dans le caliroute et d'autre part, le caliroute ne fait pas de référence à la sonde de battage légère type CR. C'est aussi des points de discussion que je vais revenir tout de suite après. Enfin, la réescavabilité, elle se mesure via leur résistance à la compression à 28 jours sur des cubes. Le paiement, on impose un paiement au mètre cube mis en œuvre si la portance est atteinte. Alors, au niveau des discussions encore en cours et des états de la recherche en cours, je dirais que d'abord, c'est principalement le contrôle du compactage de remblai qui est à l'ordre du jour. Et d'abord, le remplacement de la méthode de contrôle du compactage de remblai. Il est évident que
Le guide de bonne pratique qui a été publié il y a un an voudrait supprimer l'utilisation du pénétromètre à énergie variable de type Panda et le remplacer uniquement par la sonde de battage légère type CRR. Le CRR, de son côté, préfère garder les deux méthodes. Au niveau du critère d'enfoncement, le guide de bonne pratique propose une valeur moyenne d'enfoncement à la sonde de battage inférieure à 30 mm par coup, à mesurer dans un délai maximum de 48 heures, puisqu'il s'agit d'un matériau évolutif, et à partir d'une profondeur de 30 cm, les 30 derniers centimètres étant mesurés par l'ASA à la place. De son côté, le CRR estime que là, il n'y a pas assez de retour d'expérience, et d'autre part, étant donné que c'est un matériau qui fait intervenir du ciment, il ne faut pas non plus qu'il y ait une valeur trop faible d'enfoncement pour que le matériau reste néanmoins réescapable. On doit donc réaliser des planches d'essai et des mesures complémentaires sur de véritables chantiers. Alors, à droite, il y a une planche a été réalisée au site du CRR Astérebeke et les premiers résultats obtenus montrent effectivement, donc on a comparé l'essai Panda et la sonde de battage légère type CRR et on voit effectivement que le matériau évolue durant les 100 premières heures avant d'arriver à un palier de stabilisation. On voit aussi sur base de quelques expériences que les valeurs seuil tendent à dépendre plus du marc que du type de marc que l'on utilise. Et donc, le CRR estime que les valeurs seuil devraient figurer dans la fiche technique ou la note justificative du produit et non dans le cahier route, vu la grande diversité de marques qui pourront être disponibles ou qui sont disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Enfin, il y a une recherche qui va commencer qui concerne la recherche, le critère de réescavabilité à long terme. En effet, on le mesure actuellement via la résistance à la compression à 28 jours, mais qu'en est-il par la suite? Est-ce que le matériau continue à évoluer en résistance et est-ce que 2-3 ans après, on va retrouver les mêmes valeurs? Donc nous allons devoir travailler là-dessus et notamment en utilisant la sismique réfraction. Alors voilà, je terminerai en disant tout simplement que le CRR reste à la disposition des différentes sociétés qui seraient intéressées à développer un MAR pour fournir une assistance technique, comme elle l'a fait pour le flux de roc que Aurélien Nenet va vous présenter dès à présent. Voilà, bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant le flux de roc, qui est un MAR que nous produisons ici à Floref depuis déjà quelques années. Alors, on va changer de présentation. Voilà. Alors, en 2015, on se trouve au niveau de la construction dans une recherche constante de la qualité, du meilleur prix, mais avec des solutions qui soient respectueuses de l'environnement, qui puissent garantir une qualité sur le long terme, et nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes. On est dans une réalité qui fait que nous sommes de plus en plus souvent obligés d'intervenir en voirie. On sait qu'on peut travailler aussi bien qu'on veut. Il y a un risque qui est très important que dans les mois, les années qui viennent, apparaissent des défoncements de voirie dont les conséquences sur l'état général sont pas positives. Alors, pour pouvoir pallier à ça, nous avons développé un produit qui est le flux de roc, qui est un MAR, qui va pouvoir être utilisé en remblai pour toutes les applications où la stabilité dimensionnelle est importante. En remblai traditionnel, on va avoir des problèmes qui vont apparaître lors du remblai à différents endroits, que ce soit au positionnement des câbles et conduites, que ce soit dans des vides qui ne vont pas pouvoir être correctement remblayés, et aussi, et c'est un point vraiment très critique, au niveau de l'enrobage des canalisations. On va avoir soit des vides, soit simplement le fait de mettre en œuvre un sable de remblai. On ne va pas pouvoir le compacter correctement, sinon le risque est important de dégrader les conduites qui sont enterrées. Et d'où l'utilisation d'un matériau qui soit autocompactant. On va pouvoir assurer une densité maximum du produit de remblai, tant dans l'enrobage que pour tout le remblai.
L'avantage du produit, c'est qu'il est autocompactant, donc on n'a pas de risque de dégradation de tout ce qui est installé. Il va être auto-nivelant. On ne va pas avoir de tassement différentiel et surtout, c'est un matériau qui va rester réexcavable pour garantir l'accessibilité aux différentes installations qui vont être prises dans le remblai. Alors, il peut être utilisé dans différents cas, que ce soit ici en égouttage, en enrobage de conduite, simplement en remblai, en enrobage et en remblai, où on peut réaliser le lit de pose, l'enrobage et le remblai. Vraiment, tous les cas de figure sont possibles, en se disant que chaque fois qu'on va utiliser un autre matériau qui ne va pas pouvoir garantir un compactage optimal, c'est une source possible de problèmes dans le futur. Alors, le fluide rock que nous proposons est idéal, entre autres, pour les tranchées. Il va permettre d'atteindre, typiquement après une nuit, la portance nécessaire, qui va continuer à évoluer dans les 48 à la première centaine d'heures, dans les tout premiers jours, pour atteindre assez rapidement un plateau qu'elle ne dépassera pas. Alors vraiment, les avantages sont la rapidité d'obtention de la portance qui est souhaitée. C'est un matériau qui répond aux normes en vigueur, qui est prescrit dans le caliroute, qui ne va pas avoir de retrait et qui était réalisé à partir de produits recyclés et certifiés CE2+. Alors, on va avoir des qualités, une performance qui va être équivalente ou supérieure aux matériaux d'extraction. On va avoir une mise en œuvre rapide, donc on va simplement déverser le matériau depuis le camion toupie plutôt que de devoir faire intervenir des grues et des moyens de compactage. Il va pouvoir enrober et protéger les installations existantes, ce qui fait que sur un chantier, on va pouvoir faire une économie importante sur le poste mise en œuvre, qui fait qu'au final, l'utilisation des mares est une solution qui, d'un côté technique, ça c'est évident, apporte énormément d'avantages, mais également d'un côté économique à toute sa raison d'être. D'autres avantages sont le fait, quand on travaille en agglomération, qu'il n'y a pas de bruit lors du compactage, pas de vibration pour des éventuellement bâtiments qui sont tout proches, pas de poussière, très peu d'encombrement de voirie, donc moins d'impact sur le trafic et une réduction du temps de chantier, ce qui peut être un élément très important. La mise en œuvre est simple, la résistance est nécessaire et suffisante, elle va évoluer de manière comparable au terrain historiquement en place, et le matériau est réexcavable. Donc il reste tout à fait possible de réintervenir pour dégager les différents concessionnaires par la suite. C'est un matériau qui est produit en centrale de malaxage. On a sur Floref une centrale de malaxage continu, on en a une seconde sur Ouanlin. Le matériau est transporté en camion toupie. On a ici des images d'essais de réexcavabilité qui permettent de montrer que le matériau va se redéfaire complètement. On ne va pas avoir de formation de bloc ou autre. Et on va vraiment pouvoir venir redégager ici une conduite d'eau avec une prise en charge sans leur infliger de dégâts. Alors, nous avons déjà réalisé de nombreux chantiers avec du fluide rock. Je vais vous en présenter quelques-uns, que ce soit des extensions de réseaux de distribution d'eau, donc on est typiquement en remblai de tranchées, des cuves et des citernes, ce qui permet d'une part de terrasser plus étroit, de poser des citernes jointives tout en garantissant un compactage optimal partout. En ville, nous avons ici par exemple le remblai des Parcoville à Charleroi où le fluide rock est pompé, c'est un matériau qui est pompable, pour être injecté aux différents endroits de la cavité à remplir avec énormément de facilité. On a ici à Dinan l'inertage d'anciens réseaux et de chambres de visite qui n'a pas nécessité la démolition complète qui était en voirie. On peut remplir simplement par les différentes trappes d'accès. En ville, ici, nous avons dans le piétonnier de Namur du remblai de tranchée, mais également, il y avait à ce niveau-ci un effondrement en dessous de la voirie en clinker. Il y avait
un volume de plusieurs mètres cubes qui a été découvert lors de réalisation de chantiers d'extension de réseau gaz. Et donc, le flux de roc a permis de remplir cette cavité sans devoir tout démonter, simplement par un accès, par la tranchée qui avait été réalisée. Et vous avez des cas de remblai dans des conditions plus délicates. Ici, c'est un séparateur d'hydrocarbures qui a été posé à l'aéroport de Charleroi, où le fluide de roc a été pompé pour réaliser le remblai autour des installations dans des volumes étroits qui sont normalement non accessibles aux engins de compaction habituels ou qui engendrent des complications de chantier. Je termine par le mot d'un professionnel, une personne qui est tous les jours sur chantier et qui nous a d'abord regardé avec des grands yeux quand on est arrivé avec ce produit-là et qui maintenant, ce sont nos équipes sur chantier qui en redemandent. Pourquoi? Simplement pour le gain de temps et la diminution de la pénibilité du travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais proposer de repasser la parole à Julie. Voilà, merci beaucoup à tous les deux donc, pour les exposés bien clairs et intéressants. Donc j'ai déjà jeté un petit coup d'œil sur la rubrique Q&A. Donc je voyais une première question qui est arrivée demandant si les PowerPoint seront mis à disposition. Donc ça, pour répondre, ce qu'on fait habituellement, c'est que dans quelques jours, via le site Betonica, comme je vous indiquais, donc www.betonica.be, tout le monde pourra visionner par après la vidéo. Maintenant, je suppose que si les orateurs sont d'accord, il y a toujours moyen d'envoyer le PowerPoint ou sous format PDF, comme on le fait d'ailleurs. On le fait d'ailleurs pour d'autres événements sur le site Betonica, donc notamment quelques présentations qui sont données lors de la journée du béton. Il y a des PowerPoint qui sont disponibles, donc ça pourrait éventuellement se faire. Je pense avoir vu aussi une question, un participant qui demandait une idée pour une formulation d'un mât. Si on sait peut-être, vous savez donner quelques proportions pour les types de matériaux. Alors, il y a plusieurs solutions. Le mât peut être réalisé à partir de matériaux d'extraction. Il peut aussi être réalisé à partir de matériaux recyclés. Chez nous, vous allez retrouver le fluide de roc qui est à base principalement d'un recyclé. C'est un 0,14 mixte dans lequel on rajoute du ciment, on va dire typiquement inférieur à 50 kg par mètre cube, et divers additifs qui sont des fluidifiants, des accélérateurs de prise qui lui permettent de donner toutes ces caractéristiques. Voilà. Ok, donc pour enchaîner, j'ai aussi une personne, je reviens sur la rubrique, donc une personne qui se demande pourquoi dans le Qualiroute il n'y a pas d'exigence pour caractériser le fait que ce matériau doit être autocompactant. C'est vrai que d'habitude on pense à des exigences de type slump flow. Je pense qu'il n'y a rien dans le Qualiroute. Non, il n'y a rien dans le Qualiroute où là, le caractère autocompactant se vérifie par la portance qui est atteinte. Si le matériau n'était pas suffisamment autocompactant, on ne pourrait pas atteindre, dans les délais indiqués, les critères de portance qui sont demandés. Ouais, et le contrôle, Panda ou à la sonde de battage, montrerait des problèmes d'homogénéité si le matériau ne se mettait pas en œuvre correctement. Je suppose que visuellement, sur le chantier, on peut toujours avoir une idée si le matériau s'est bien mis en œuvre dès les premières minutes. Il y a ce contrôle visuel qui est important aussi. Tout à fait, oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez aussi la liste des questions. Donc, la suivante, comment garantissez-vous la continuité de la qualité des différentes matières premières utilisées dans le mât? Donc, le pourcentage des composants, vérifier la granulométrie. Alors, chez nous, il y a deux aspects différents pour vérifier la qualité du produit dans la continuité. La première, c'est que les granulats utilisés sont certifiés CE2+. Donc, dans toutes les campagnes de préparation, la courbe granulométrique est vérifiée. Les pourcentages des différents types de constituants, que ce soit de la maçonnerie, du béton, du sable, sont vérifiés. Et donc, ça assure une qualité et une constance de la matière première. Et tous les éléments passent dans une centrale de malaxage
pondérale où tous les éléments sont pesés avant d'être malaxés et introduits dans le mixeur. Donc là, on est certain de la qualité, de la constance du matériau. Ok. Alors, la prochaine question. Donc, une personne demande comment s'assurer de la réexcavabilité après plusieurs années, donc dans un délai de 20 à 30 ans. Comment est-ce qu'on peut vérifier cela? Donc ça, nous allons justement travailler à ce sujet. Donc nous allons voir effectivement des marques. On t'entend peut-être pas très bien, Benoît. Évidemment, c'est pas pratique de changer le micro, mais ça sera mieux. Tu m'entends mieux là? Oui, c'est bien. Donc nous allons essayer de voir maintenant, c'est un des problèmes sur lesquels nous allons travailler, le OCRR, pour essayer de voir effectivement l'évolution de ces mares et leur réescavabilité. Donc comme je le disais tout à l'heure, une des solutions que nous envisageons, c'est peut-être de faire d'utiliser la sismique réfraction avec des critères de réescavabilité tels que Caterpillar a sorti des abacs à ce sujet. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a une planche qui a été faite il y a 2-3 ans et donc nous allons voir ces critères, nous allons étudier cet aspect-là. On voit qu'il y a une légère évolution dans le temps, mais nous allons aussi prendre des résistances à la compression après 2-3 ans, voir en effet où on se situe par rapport aux valeurs de 0,5 mégapascal que nous avions initialement. Et donc c'est un travail que nous devons encore faire à ce sujet. D'accord. Sinon, typiquement, connaissant les différents constituants, l'évolution des liants qui sont introduits dedans, on sait les courbes d'évolution de ces matériaux-là, on sait comment ils interviennent dans le mélange, et on a maintenant 4 ans d'expérience où quand on vient rechercher les premiers échantillons et qu'on leur fait subir les mêmes tests, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution, que l'évolution est similaire à ce qu'on s'attend. Et donc, on est parti sur des valeurs qui nous permettent de s'assurer qu'il n'y aura pas d'évolution à très long terme, qu'on parle de 10, 20, 30 ou même 50 ans. Ça va vraiment se comporter, au vu des dosages, comme un terrain naturellement en place. Simplement, au plus il va sécher, au plus il va être dur, au plus il va être humide, au plus il va être facile à réexcaver. Mais on est vraiment dans le même comportement qu'un sol naturellement en place. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vais vérifier. Oui, la densité d'un marc, c'est vrai que c'est une caractéristique dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'elle est proche d'un béton traditionnel? Ça va dépendre des constituants. Si on est sur un marc à base de recyclé, typiquement on va être autour de 1800 kg par mètre cube. S'il y a une proportion de granulats d'extraction présent dedans, on peut monter à 2000, 2200, 2300 kg par mètre cube. Ça va vraiment dépendre de la formulation du fabricant et des granulats qui sont utilisés. Je me demandais si on utilise des granulats recyclés, est-ce qu'il y a certaines recommandations pour les caractéristiques de ces granulats au niveau de l'absorption d'eau? C'est quelque chose de... La teneur en eau, l'absorption d'eau, est-ce que c'est quelque chose à vérifier lorsqu'on formule un marc? Alors, le fait d'avoir un matériau recyclé qui va pouvoir absorber de l'eau, c'est un avantage parce que l'eau qui est au stade initial lubrifiant, qui va lui permettre d'apporter le côté autocompactant, ne va pas devoir disparaître, ne va pas devoir être éliminée, elle va pouvoir être absorbée par les granulats. Et donc, ça va diminuer la quantité d'eau totale nécessaire à la formulation. Donc, le fait d'avoir un matériau recyclé qui va absorber une partie de l'eau, c'est un avantage dans la formulation des recyclés, enfin des marcs à base de recyclés, selon notre point de vue.